Amélie Oudéa-Castéra, très heureux de vous retrouver après les quelques mots d'échange et d'introduction que nous avons, qui nous ont réunis en tout début de matinée. Donc, dans ce troisième temps, nous sommes maintenant réunis autour du thème de notre masterclass qui est le sport facteur de la jeunesse d'une société. On va essayer d'échanger évidemment sans trop nous éloigner du thème. Néanmoins, auparavant, et eu égard à notre public qui est toujours constitué pour l'essentiel de jeunes gens de 18 à 28 ans, étudiantes, étudiants et puis par ailleurs jeunes professionnels, on a tout de même une curiosité, essayer de comprendre ce qui a pu vous conduire d'un début de parcours de sportif de haut niveau dans le domaine du tennis et ensuite à la Fédération française de tennis, mais entre-temps, si j'ai bien compris, à Sciences Po, à l'ENA, à la Cour des comptes et puis dans toute une série d'endroits qui n'étaient pas forcément dans le prolongement naturel de celui d'une sportive de haut niveau. Et puis on interrogera tout à l'heure, on aura une longue partie d'échange, peut-être qu'on vous interrogera également sur vos pratiques sportives, mais un peu plus tard. Je vous en prie. Donc comment on passe du tennis à Aix-en-Provence? Voilà. Peut-être envie de dégager dans cette question peut-être 3 grands temps. D'abord, le premier temps qui est une immense chance que j'ai eue, entre l'âge de 6 ans où je commence à me passionner pour le tennis dans une famille elle-même de passionnés de tennis et de sport en général, que finalement tout un environnement me permette de bien progresser, d'aller jouer toutes les compétitions que je rêvais d'aller jouer dans cette première vie du tennis, échanger par exemple quelques balles sur le gazon de Wimbledon contre Martina Navratilova. Je ne sais pas si ça vous parle autant qu'à moi, la jeune génération. On est quelques-uns à qui ça parle. C'est quand même un très très grand monument. Le bonheur d'aller avec une femme comme Françoise Dürr qui avait gagné Roland-Garros en 69, qui m'a coachée pour aller jouer à l'US Open où j'ai pu atteindre les demi-finales du tournoi junior de vie. Voilà, c'est quelques grands moments d'exception dans le monde du tennis. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner parce que derrière la belle réussite d'un jeune sportif, il y a en réalité toute une équipe. Il y a toute une équipe, il y a évidemment d'abord un entraîneur, un coach avec qui ça connecte. Et puis il y a des parents, souvent des grands-parents, un environnement. Et moi, je tiens toujours à rendre hommage à cet entourage parce que je pense qu'il est clé. Et il est clé quand il ne se trompe pas d'ordre dans les facteurs. C'est-à-dire quand il ne projette pas sa passion ou son désir de réussite sur l'enfant, mais quand il voit la passion et le désir de réussite chez l'enfant et qui se dit « Waouh, j'ai quand même un peu le devoir d'essayer de l'aider à en faire quelque chose ». Moi, j'ai eu cette chance avec des parents qui m'ont beaucoup soutenue, des grands-parents qui ont été très investis, et puis un système fédéral. On a cette chance dans notre modèle sportif mis au point par le général de Gaulle après le désastre des Jeux de Rome en 60, d'avoir des fédérations qui, dans les territoires, sont sur la détection des jeunes à potentiel et créent derrière, avec l'ensemble de nos clubs sportifs, nos 180 000 structures affiliées aux fédérations, des parcours qui emmènent vers le haut niveau et vers la haute performance. Donc ça, c'est le temps, on va dire, le temps heureux, le temps du développement. Puis après, j'ai connu une seconde étape plus compliquée à l'adolescence. J'étais très en avance par rapport à ma catégorie d'âge et à un moment, j'ai perdu cette avance. Et j'ai perdu confiance en moi. J'ai perdu la peur un petit peu, la peur ou un peu la souffrance d'un regard qui va changer sur vous parce que soudainement, vous êtes moins prometteur, moins performant. Et ce regard auquel il faut s'habituer à un moment qui n'est pas évident, qui est celui de l'adolescence, où vos repères changent, votre corps évolue, le regard des autres prend une importance différente pour vous. Et tout ceci, aujourd'hui, comme ministre des Sports, me conduit à être incroyablement attentive à l'environnement dans lequel nos sportifs, nos athlètes, nos espoirs se forment et évoluent. Créer une bulle qui leur donne le plus possible une sérénité psychologique, être attentif à toutes les problématiques de santé mentale. On a vu pendant le Covid à quel point des grands athlètes se sont exprimés sur ces sujets-là, un peu dans différentes disciplines. Dans le tennis, par exemple, Naomi Osaka, beaucoup. Et ce temps qu'il faut arriver à
utiliser pour se fortifier, parce qu'on se fortifie aussi avec ces petits chocs qui sont des opportunités, mais il faut que ces petits chocs-là ne détruisent pas la confiance d'un sportif. Et puis le troisième temps que je retiens, c'est après ces années plus compliquées, 16, 17, 18 ans, c'est d'avoir été, malgré moi, confrontée à un dilemme qui était: est-ce que je continue à croire dans ma capacité à devenir une grande championne dans ce monde du tennis, ou est-ce que, comme j'aime bien les études, que ça marche plutôt pas mal là-dessus, que j'ai là aussi des envies d'apprendre, est-ce que je privilégie la voie des études? Et au fond, à 18 ans, quand je joue Roland-Garros pour la dernière fois aux côtés d'Amélie Mauresmo en double, je suis face à ce dilemme et je décide de trancher en faveur des études. Et au fond, c'est le troisième enseignement. Je vous ai parlé de la richesse de l'entourage, de l'importance de la sérénité dans laquelle on place nos athlètes. Le troisième élément qui est pour moi hyper important aujourd'hui comme ministre des Sports, c'est de faire en sorte que nos athlètes soient le moins possible placés dans une situation de dilemme, à devoir choisir entre les études et leur passion pour le sport. Un endroit comme les États-Unis, qui a des travers culturels, on les a en tête, a quand même permis cette chose extraordinaire à travers les grandes facs américaines. Mais c'est aussi le cas un peu plus qu'on aurait le réussi en France, dans un pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, de permettre ce double cursus, ce double projet le plus longtemps possible. Et je trouve qu'en tout cas, il y a 25 ans, ce qui a vraiment manqué, c'était la faculté de pouvoir continuer à vivre un bon projet dans les études et un grand projet sportif. J'ai dû choisir et j'ai envie que demain, de moins en moins, ait à choisir, ait à être confronté à ce dilemme. Avant de venir au cœur de la question, et comme Anne-Laure l'a fait tout à l'heure, j'aimerais qu'on comprenne un peu comment est composé notre public. Évidemment, vous êtes invité à répondre si vous avez des polos bleus. Vous pouvez répondre même si vous n'avez pas de polo bleu. Donc, qui pratique le sport une fois par semaine? Je ne poserai pas la question d'avant qui ne pratique jamais le sport. Par courtoisie. Alors, une fois par semaine, ok, vous pouvez lever la main, merci. Deux Donc fois par semaine. Une belle moitié, une fois par semaine. 3 fois par semaine. Et il y a plus de 3 fois que de 2 fois. 4 fois par semaine. Est-ce qu'il y a des 5 fois par semaine? Oui. Quotidiennement? Quotidiennement? Tous les jours. Magnifique. Bon. Alors, d'où le thème qui nous réunit, le sport facteur de jeunesse d'une société. Alors, je pense qu'il est non seulement intéressant, évidemment, d'aborder nos échanges sous cet angle, et puis quand vous nous avez fait l'amitié de venir à Aix, c'était également attiré par ce thème, mais également pour un autre motif qui est que je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que le cycle électoral là, qui s'achève, en tout cas la période de renouvellement, n'a pas été dominé par des thématiques relatives au sport. Évidemment, il y a la problématique, et vous nous en parlerez sans doute, de Paris 2024, mais enfin qui procède du temps très long. Et donc, c'est intéressant d'avoir votre point de vue et vos réactions à ce thème tel qu'on vous l'a proposé, notamment pour commencer également à esquisser les lignes de ce que pourrait être votre action politique. Oui, moi j'ai donc été très investie pendant la campagne aux côtés du candidat Macron, dont j'ai pu développer le programme sur le sport. Et c'est vrai que dans ce programme, on voyait toutes les dimensions de la question sportive en France, toutes ces facettes, les infrastructures, le sport santé, les enjeux d'éthique et d'intégrité, la manipulation des compétitions sportives avec les problématiques de cyberharcèlement qui peuvent entourer les paris sportifs aujourd'hui. Énormément de thèmes sociaux, sociétaux, économiques, de développement liés aussi à la pratique. Donc énormément d'enjeux dans le sport. Et c'est tout à fait juste de dire que la campagne présidentielle, puis celle des législatives, n'ont pas permis de faire justice à l'ensemble de ces facettes et à la richesse du débat qu'on peut avoir sur le sport. En revanche, et je trouve qu'on ne le dit pas assez, on a eu quand même une importance donnée au thème du sport qui est tout à fait inédite. Et je vais faire un peu la rétrospective en repartant du dernier épisode qui a été le discours d'investiture du président de la République, donc à l'ouverture de son second mandat, et qui dit dans son discours « Je veux une école plus ouverte à la culture et au sport.
Dans l'entre-deux tours, le débat contre Marine Le Pen, il a porté également cette vision-là. Troisième exemple de tout ça, dans son programme politique, le fameux 24 pages pour les intimes, on avait en deuxième place et en troisième place d'un programme politique la mention de la généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire et le fait d'introduire 2 heures de sport en plus au collège. C'est la première fois dans l'histoire de nos institutions qu'une mesure relative au sport était placée en numéro 2 et en numéro 3 d'un programme politique. Et je me rappelle aussi qu'à Poissy, qui était le premier discours du candidat, il venait de se déclarer, il a fait un très long développement sur l'importance de la place, l'importance du sport dans les parcours éducatifs. Donc, il y a eu une force symbolique et une systématisation de l'intention sur le sport qui, je pense, mérite aussi d'être soulignée. Oui, je corrige l'impression qu'a pu laisser ma question. Ce sont des points, évidemment, qui étaient bien apparus, notamment quand on s'intéresse à ces questions, ce qui est mon cas, mais qui avaient tout de même été noyés, en tout cas dans le débat public tel qu'il s'est organisé par d'autres thématiques que tout le monde a à l'esprit. Donc en rebond. Oui. En rebond. Alors, quand j'ai vu le libellé de la question, le sport, facteur de la jeunesse d'une société, j'ai un peu tous mes réflexes de Sciences Po qui sont ressortis. Vous analysez les termes du sujet. Vous commencez par votre introduction et vous analysez les termes du sujet. Et c'est vrai que quand on regarde cette question, moi, ça m'a donné 3 angles en fait d'inspiration. D'abord, évidemment, quel est le projet sport pour notre jeunesse, mais quelle est aussi la capacité du sport de générer dans notre société une meilleure prise en compte des enjeux de santé et de bien-être à un moment où on est tous menacés par les problématiques de sédentarité, de prégnance des écrans dans notre vie quotidienne. Et puis, au-delà de ça, c'est ce que je mentionnais un petit peu en introduction tout à l'heure, il y a une dimension d'engagement, de fête populaire dont on parlera sûrement pour les Jeux olympiques et paralympiques, de sentiment fédérateur, Dieu sait qu'on en a besoin, de joie que des grands événements sportifs, la réussite de grandes équipes peut nous permettre de communiquer et qui est en soi un facteur de jeunesse de notre société dont je voudrais pouvoir aussi dire un petit mot. Si on commence du coup peut-être par la première dimension, je pense qu'on est dans un moment de vrai progrès sur la place qu'occupe le sport dans la vie de notre jeunesse, mais encore un petit peu en peau de léopard. C'est-à-dire, il y a quelques zones qui commencent à ressembler à quelque chose, et puis il y a des zones qui sont encore insuffisamment prises en compte, prises en main, et je reviendrai notamment à cet égard sur la pratique sportive étudiante. Je pense d'abord qu'on a un premier grand coup de chapeau à tirer à nos professeurs d'éducation physique et sportive. J'ignore pas les débats qui avaient eu lieu il y a 1 an sur est-ce qu'on aime l'EPS, est-ce qu'on n'aime pas l'EPS, est-ce que l'EPS nous a porté ou nous a au contraire plutôt un peu éloigné du goût du sport, etc. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des bons profs d'EPS et je vois une nation qui, depuis des décennies, investit aujourd'hui presque 5 milliards d'euros dans des professeurs d'EPS qui sont bien formés et qui sont capables, tant sur le temps vraiment scolaire qu'en marge à travers l'UNSS, qui se passe sur les 3 heures qu'ils investissent dans l'accompagnement des élèves dans les associations du sport scolaire, un socle qui est formidablement positif. Ensuite, il y a une prise de conscience qui se prend sur l'ensemble du corps éducatif. Je pense à nos professeurs d'école qui aujourd'hui sont engagés dans le déploiement des 30 minutes d'activité physique quotidienne. On a aujourd'hui près de 9000 écoles élémentaires sur le 34 000 que notre pays compte, où on a des professeurs des écoles qui sont engagés pour permettre ce temps où nos enfants bougent, se dépensent. Et quand ils se bougent et ils se dépensent, ils ne sont pas seulement en train de développer un goût important parce que précoce qui va laisser un habitus pour le sport et l'activité physique et sportive, mais c'est aussi quelque chose qui en fait améliore leur capacité cognitive parce que quand ils se sont dépensés, et les études qui ont été par exemple menées sur l'expérience en Finlande le montrent, on est aussi plus concentré. On est aussi dans un moment où il faut lutter contre les risques
d'obésité infantile, de surpoids. On sait qu'aujourd'hui, on a 17% de nos enfants qui sont en situation de surpoids, 4% de nos enfants qui sont dans une situation d'obésité infantile. Et à travers tout ça, on leur donne cette habitude d'une activité physique qui va leur permettre de, le mieux possible, se protéger, se prémunir contre ces risques-là. Et puis, au-delà de ça, et c'est un point qu'a mentionné dans le premier Conseil des ministres, je m'en souviens, le président de la République, quand il a dit et réexprimé sa volonté qu'on puisse généraliser ces 30 minutes 2 ans en avance. Au départ, c'était prévu, c'était une proposition qui avait été faite par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et qui avait dit à la rentrée 2024, on va généraliser ces 30 minutes. Et lui, donc, pendant la campagne, a dit, allez, on relève le défi d'avancer de 2 ans cette généralisation. Et donc, dans ce Conseil des ministres, quand il reconfirme cette intention. Du coup, c'est organisé avec Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et l'ensemble des recteurs pour rendre ça possible à la rentrée. Mais il a dit c'est aussi une façon pour un certain nombre d'enfants de les faire aimer l'école, parce qu'ils vont avoir ces temps ludiques, ces temps de partage, ces temps de dépenses un peu joyeuses. Et pour un certain nombre d'enfants, il ne faut pas sous-estimer leur poids, leur importance. C'est une façon de mieux rentrer dans la vie de l'école, de s'y faire des copains, de construire de nouvelles formes de solidarité dans la cour d'école et de récré, où tous, nous avons tellement de souvenirs souvent assez joyeux. Donc, ce premier bloc. Il y a un deuxième bloc qui est celui que nous devons construire, qui n'est pas simple, qui est celui des 2 heures de sport en plus au collège, à travers des nouvelles collaborations qu'on doit inventer entre les chefs d'établissement, le mouvement sportif, qui a tous ces éducateurs sportifs qui peuvent prendre en charge nos jeunes sur un terrain de rugby, un terrain de foot, dans un gymnase. Également, les collectivités territoriales dont on a besoin pour orchestrer ces dispositifs dans les territoires, concevoir par exemple les mécaniques de transport qui vont nous aider à emmener les enfants de l'école vers le club sportif où ils vont pouvoir s'investir dans cette activité, et puis également de donner évidemment un rôle dans ces dispositifs à nos parents d'élèves qui sont super impliqués et qu'il faut absolument impliquer dans ces nouveaux rythmes de vie qu'on essaie de donner à nos collégiens. Et l'urgence pour nos collégiens, elle est extrêmement importante. Peut-être que vous vous en souvenez, il y a à peu près 2-3 mois, une étude de l'ANSES était sortie et qui montrait que 2/3 de nos adolescents présentent un risque sanitaire élevé du fait de leur inactivité physique et combiné à l'importance dans leur quotidien de la consommation des écrans. Et un autre 2 ou 3 données qu'on remet souvent sur le tapis, parce qu'elles sont incroyablement parlantes, la Fédération française de cardiologie qui nous dit qu'en 40 ans, nos générations de l'ordre de 13 à 18 ans ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. En VO2 max, leur capacité à respirer, à prendre l'oxygène, a diminué de 25%. Une dernière donnée qui est très parlante, un 800 mètres. Au début des années 70, nos enfants le couraient en 3 minutes. Aujourd'hui, ils le courent en 4 minutes. 4 minutes pour mettre 2 tours de piste, c'est 1 minute de plus que dans le début des années 70. Donc on est aujourd'hui, il faut qu'on soit très lucide là-dessus, dans un moment de dégradation de la condition physique de nos jeunes et qui tranche par rapport à parfois ce dont on s'illusionne, parce qu'on voit dans toutes les formes de compétition sportive, olympique, mais aussi internationale, nationale, toujours des records qui augmentent. L'être humain capable de toujours plus de performances. Donc on se dit, voilà. Mais non, les performances sportives de notre corps social et en particulier de notre jeunesse, son état de santé exprimé à travers cette condition physique, aujourd'hui, se dégrade. Donc, les 30 minutes, c'est 2 heures au collège qu'il va falloir que dans la concertation et en prenant le temps de bien faire les choses de manière pragmatique, en s'appuyant sur les expériences de terrain qui ont déjà été menées, parce qu'il y a déjà pas mal de collèges en France, de principaux de collèges, qui ont mis en place ces après-midi ou ces matinées libérées pour permettre aux collégiens de faire plus de sport. Éviter que le lycée soit un moment de décrochage, et c'est l'âge qui est critique. On le voit dans toutes les statistiques, d'abord sur les taux de dispense au lycée,
qui monte en flèche, notamment chez les jeunes filles, et aussi dans les statistiques de licenciés dans les fédérations sportives, il y a une attrition qui se fait à partir de 14-15 ans, qui est vraiment très, très, très notable. Et puis, et là, il y a des initiatives récentes qui ont été prises. Au moment du bac, on a recréé un enseignement de spécialité sur le bac. Il y a également le bac pro sport qui permet à un certain nombre de jeunes avec ce qu'on appelle une mention complémentaire, de pouvoir, après l'obtention de leur bac pro, suivre un petit module qui leur permettra de s'investir dans les métiers du sport. Et puis, la pratique étudiante. La pratique étudiante, moi j'ai été très préoccupée par les données que j'ai vues pendant la campagne qui nous montraient que 70% des étudiants aspirent à une pratique physique quotidienne, en tout cas très régulière, et seuls 20% d'entre eux y parviennent, et souvent dans les grandes écoles, ce qui crée évidemment des problématiques d'inégalité, souvent dans les grandes écoles qui a les meilleurs niveaux d'infrastructure, d'investissement autour de ça. Et on voit que, pour le coup, par rapport à mon époque, moi j'évoquais le fait que je n'avais pas pu à mon époque avoir des dispositifs qui permettent d'articuler le double projet, passion pour les études, passion pour le sport, en tout cas envie de s'y investir beaucoup. En revanche, sur le sujet de la place de nos compétitions sportives dans la vie étudiante, moi, il y a vraiment une évolution qui me préoccupe un petit peu, parce qu'on avait à l'époque le jeudi après-midi qui était superbement sanctuarisé pour les compétitions interuniversitaires. Donc moi, quand je suis rentrée à Sciences Po, je jouais contre tous les autres Sciences Po. Je me souviens, j'avais même gagné ici, à Aix-en-Provence, un critérium Sciences Po aux côtés de Benjamin Griveaux. Et on avait le jeudi après-midi vraiment ces temps qui étaient dédiés. Et bon, avec toute l'évolution des programmes et une évolution qui est très saine, qui est très importante, tous les programmes d'engagement, etc., le petit effet de bord négatif, c'est qu'on a perdu ce temps consacré à ces compétitions interuniversitaires qui secrétaient une joie particulière d'évoluer. Donc là, on a, avec Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, lancé une mission de l'inspection générale pour nous faire des propositions concrètes sur comment, à partir d'un audit qu'on veut partenarial avec les universités sur l'état de leurs infrastructures, trouver les moyens de bien relancer la pratique étudiante. À cet égard, vous avez probablement en tête le label Génération 2024 qui est décerné à des établissements d'enseignement supérieur, mais aussi à des lycées, à des collèges et à des écoles, et qui récompense les partenariats que ces établissements développent avec des clubs sportifs pour faciliter les passerelles qui sont si importantes entre l'école et le monde du sport, arrêter complètement le monde d'une autre époque où il y avait des silos et une absence de culture commune sur tout ça. Puis le tout dernier dispositif que j'ai envie de mentionner, c'est celui du Pass Sport, qui est un dispositif qui a été créé pendant la crise pour essayer de relancer la pratique sportive dans les clubs et dans les fédérations, et qui permet, pour tous les foyers qui sont titulaires de l'allocation de rentrée scolaire, d'avoir une aide de 50 € pour se financer une licence ou un abonnement dans un club sportif. Et là-dessus, on a pris récemment, il y a 3 semaines, 2 décisions importantes. La première, c'est de l'étendre aux étudiants boursiers. Jusqu'à présent, il s'arrêtait ce pass sport, cette allocation, elle s'arrêtait à 18 ans, sauf pour les titulaires de l'allocation d'adultes handicapés, où ça allait jusqu'à 30 ans. Et on a dit, il n'y a aucune raison d'arrêter ça à 18 ans. Il faut qu'on prolonge cette aide, cette subvention, jusqu'à l'âge de 25 ans, pour que ça puisse bénéficier à peu près 800 000 étudiants boursiers qui viendront compléter les 1,2 million de bénéficiaires de 6 à 18 ans ou 30 ans pour les titulaires de l'AAH. Et la deuxième décision qu'on a prise, toujours dans cette logique d'un sport décloisonné, un sport où il n'y a plus de silos, parce qu'on y reviendra, moi je crois au continuum de vie. Il faut que le sport respire partout dans nos espaces de vie quotidiens pour pouvoir prendre de la substance. C'est de dire, ces étudiants boursiers, ils n'iront pas seulement dans des clubs du mouvement sportif ou des fédérations, ils iront également dans des salles de gym, dans des salles de fitness, à travers une petite expérimentation qu'on va démarrer dans un premier temps dans 2 académies.
Merci d'applaudir. On a encore un peu de temps et moi j'aimerais bien... voilà, nous sommes à Aix, évidemment, aux rencontres d'Aix qui sont des rencontres économiques. Peut-être qu'on consacre le temps, il en reste très peu avant la période qui, elle, sera très longue de questions-réponses, à réfléchir ensemble au poids économique du sport en France. Et il me semble qu'il y a voilà, différentes manières d'aborder cette question. Enfin, si je me place en posture Sciences Po, il y a évidemment le poids tel qu'on peut voilà, l'apprécier au travers des infrastructures, du commerce autour de ces questions. Mais je suis finalement, en vous écoutant, il me semble qu'il y a une valeur cachée qui est celle des coûts qu'on va économiser, notamment eu égard à ce que vous avez souligné. Et je vous avoue que je n'avais pas cet ordre de grandeur à l'esprit sur la dégradation des performances qui, évidemment, ensuite, chez des jeunes adultes et des adultes moins jeunes, annonce mécaniquement, me semble-t-il, des coûts sanitaires qui sont extrêmement élevés. Absolument. Il y a à la fois une force économique du sport et un coût économique à l'inactivité sportive qui montre bien que notre question sportive n'est pas seulement une question sociétale, mais une question économique aussi. Alors, peut-être quelques points de repère. Aujourd'hui, le secteur du sport au sens le plus large, c'est à peu près 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même 2% du chiffre d'affaires marchand de notre pays. C'est quand même très substantiel. Derrière ce 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il y a plus de 110 000 entreprises privées, un peu de toute taille, et notamment on observe sur les sociétés unipersonnelles un développement assez important au cours des dernières années et une progression de l'emploi de l'ordre de 3% par an sur ce périmètre-là. Et puis il est évidemment complété par toute la force de l'économie sociale et solidaire qui est très prégnante dans le monde du sport, puisqu'on a au global 360 000 associations dont à peu près 40 000 associations employeuses qui concourent à la diffusion, au développement de l'activité physique en France. Donc, on a là un poids important, un développement de l'emploi et une diversité de structures un peu de toute taille qui rendent cette galaxie du sport extrêmement intéressante, entre les grandes entreprises qui peuvent sponsoriser les grands événements sportifs, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby 2023, et puis la toute petite structure sportive de l'économie sociale et solidaire qui a peut-être 1 ou 2 salariés. Il y a ce tissu, ce continuum qui est extrêmement intéressant, qui en font, je pense, une force et qui lui donne une vitalité. Le coût économique de la sédentarité. Aujourd'hui, on sait que quand une personne est active, c'est une étude qui a été faite récemment par la Haute Autorité de Santé et 2 ou 3 autres associations, la différence de coût par personne et par an, elle est presque de 24 000 euros. C'est-à-dire pour chacun d'entre nous, entre l'âge de 20 ans et l'âge de 75 ans, qui est le périmètre de cette étude qui a été faite, une personne en bonne santé qui pratique une activité physique régulière va coûter à la collectivité 25 000 euros de moins chaque année. Donc je pense que là, ça doit nous interpeller. Quand on regarde aujourd'hui l'état de notre société, on sait qu'on a 25% de notre population qui fait quasiment pas de sport dans une année. Pas du tout ou très très peu. Et sur ces 25%, on a malheureusement 2/3 de femmes. Ça interpelle. Sport féminin, capacité à donner aux femmes les moyens de combiner beaucoup d'espaces d'expression, c'est un enjeu absolument majeur. Autre enjeu majeur, la pratique par les personnes en situation de handicap. Le quart de la population qui ne fait pas du tout d'activité physique aujourd'hui, les 25%, ce chiffre de 25%, il monte à 48% quand on parle des personnes en situation de handicap. On a donc un enjeu important pour leur permettre de mettre le sport au cœur de leur vie. Pour ceux qui en ont envie, de travailler donc sur l'accessibilité des équipements, l'accessibilité aussi
on va dire, de porte-à-porte, donc une problématique sur les transports, et de développer dans les associations l'offre qui va permettre la pratique en situation de handicap, et souvent dans un environnement qui doit être le plus possible mixte, parce que c'est en mélangeant la pratique des personnes dites valides et celle des personnes en situation de handicap que le regard sur l'autre évolue, que la conscience de l'exploit que ça représente pour ces personnes de s'investir dans la pratique sportive éveille à soi. Et quand on se dit moi, dans ma vie, je n'ai pas réussi à dégager le petit... Quand on voit ce qu'eux arrivent à faire et la volonté qu'ils déploient pour y arriver, c'est absolument exemplaire et ça nous tire vers le haut. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une question, ce qui vous laissera le temps de vous hydrater. Vous savez que c'est essentiel à la performance. Justement, sur la base de ce que vous nous avez dit, moi, j'aimerais reposer une question et essayer de savoir parmi vous qui aimerait, mais ne peut pas, et on ne va pas entrer dans les raisons qui vous incombent, évidemment, mais qui aimerait faire plus de sport et qui n'est pas en mesure d'en faire. Alors ça peut être lié au fait que vous êtes des jeunes professionnels avec des contraintes de temps, que vous êtes des étudiants avec, comme vous l'avez évoqué, la perte du jeudi après-midi qui a été longtemps sacralisée. Donc qui aimerait avoir plus de temps? Bon, ça fait écho à ce que vous nous aviez indiqué. Alors on peut baisser la main et maintenant si vous relevez la main, c'est pour poser des questions. Alors je regarde s'il y en a sur... En fait, je voudrais rebondir parce que ça, je crois que ce dont on prend... En parallèle, levez la main, comme ça le micro arrivera jusqu'à vous. Ouais. Je vous en prie. Ce dont on prend de plus en plus conscience, c'est que on ne doit pas seulement bâtir un sport qui sert les objectifs de développement durable, par exemple à travers une approche plus éco-responsable de l'organisation des grands événements sportifs, en faisant attention à la gestion des déchets, de l'énergie, de l'empreinte carbone liée au transport pour se rendre sur ces compétitions, etc., qui sont des enjeux très lourds, très structurants, qu'il faut absolument qu'on parvienne à bien prendre en main, à bien prendre en compte. Et là, on a la charte des 15 engagements éco-responsables que de plus en plus d'événements adoptent, qui est super positive. L'autre versant de ça, c'est le plan d'adaptation de la pratique au changement climatique. Parce que ce changement climatique, on va essayer de le minimiser, mais il existe quand même un peu. Les récents épisodes caniculaires qu'on a vécus l'ont parfaitement montré. Et ça soulève forcément des questions nouvelles. Est-ce qu'on peut faire du cyclisme normalement sous 38 degrés versus quand il fait 18 degrés? Non, la réponse est non. Quel impact de tout ça sur l'évolution à long terme des sports de montagne, etc. On voit qu'on a des questions comme ça et qui impliquent de pas seulement travailler sur l'empreinte carbone des événements et du sport en général, mais aussi de réfléchir sur l'évolution des pratiques sportives dans ces conditions-là. Mais mon point, il est ailleurs. Mon point, il est de dire que le sport, c'est aussi en soi du développement durable. Et souvent, quand on dit « que fait le sport pour le développement durable ?», je veux répondre parce que c'est une question capitale, mais toujours compléter en disant « mais n'oublions pas que le sport est en soi du développement durable ». Parce que cet entretien du corps, ce rapport à soi qui est permis par la connexion, moi j'adore cette expression, un esprit sain dans un corps sain de nos grands philosophes. Il y a quelque chose qui nous permet, quand on a cette connexion et du coup d'avoir plus de sérénité, donc une meilleure capacité de partage, donc plus d'efficacité dans la manière dont on échange, dont on construit avec les autres. Pour notre jeunesse, l'apprentissage d'un cadre, d'une discipline, de routine saine de vie qu'on se donne, un respect quand on fait un peu de compétition de l'adversaire, du cadre, d'un résultat, qui font qu'aujourd'hui, dans les problématiques, par exemple, d'insertion professionnelle de jeunes qui n'ont pas des parcours tout tracés, bien ficelés, etc., on le voit, et notamment dans un dispositif comme le contrat d'engagement jeune, le sport est utilisé parmi les vecteurs qui permettent de remettre sur un chemin de réussite nos jeunes, parce qu'il a toutes ces vertus. Donc c'est, en résumé, un fabuleux facteur d'émancipation, de confiance en soi, et c'est en soi du développement durable. Question. Monsieur, vous rappelez qui vous êtes. Oui. Madame la ministre n'était pas là tout à l'heure. Je crois que vous avez déjà... Je vous en prie, allez-y. Bonaventure Fontanier, encore une fois. Donc, merci Madame la ministre. Pardon, mais surtout, vous venez de quel... cursus ingénieur central Supélec et stage à EDF.
Donc merci pour tous les efforts que vous faites pour la jeunesse, parce qu'effectivement, je pense que c'est important de mieux intégrer le sport à l'école. Et j'espère que les jeunes aujourd'hui seront plus motivés que je ne l'étais à l'époque. Et je crois en la valeur du sport, peut-être que vous l'écrivez, j'essaye de faire du yoga. Mais quand on me dit Coupe du Monde, je pense droits humains. Quand on me dit Jeux olympiques, je pense artificialisation et pollution. Quand on me dit Roland Garros, je pense aux avions et à toute la pollution que ça génère. On aura beau mieux gérer les déchets générés, on aura beau essayer de compenser, ça n'effacera pas la marque. Quand on me dit sponsoring, je pense aussi à Coca-Cola. Et finalement, j'ai l'impression que le sport de bas niveau a une image très dégradée. Le sport de bas niveau peine à s'imposer. Tandis que le sport de haut niveau a une image presque sacrée. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans ici de sport de haut niveau qui aiment regarder les grands événements. Et j'espère que je ne vais pas tous me les aliéner. Voilà, ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les conséquences indirectes du sport de haut niveau sur l'environnement et donc notre bien-être et le bien-être justement qui est au fondement du sport, une sorte de dissonance? Et est-ce vraiment une solution pour lutter contre la dégradation des performances sportives des plus jeunes que de mettre en lumière ces grands événements finalement? Merci. Juste un bémol peut-être, c'est le sportif de bas niveau qui s'exprime, mais de longue date, j'ai pas le sentiment quand même que le regard que vous avez, l'expression que vous avez eue à propos du sport de bas niveau corresponde à la réalité. Enfin, quand je vous ai interrogé tout à l'heure, il y a parmi vous peut-être et sans doute des sportives et sportifs de haut niveau, mais enfin bon, on est tous plutôt des citoyens sportifs et de bas niveau et c'est sympa, non? On arrive à en faire, mais comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a un manque de sport. Et donc, l'image du sport de bas niveau, finalement, n'est pas du tout intégrée dans les habitudes. D'accord, mais bon, n'étant pas ministre, je vous en prie. Non, mais parce qu'il y a plusieurs questions dans la question et elles sont difficiles et exigeantes. D'abord, je pense qu'il ne faut pas du tout opposer le sport de haut niveau au sport de bas niveau, plus exactement célébrer l'importance du petit sport qu'on fait chacun dans nos vies quotidiennes. Et moi, je le dis, les 30 minutes d'activité physique quotidienne, ça ne doit pas être seulement pour nos enfants à l'école primaire ou élémentaire, ça doit être pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, on le voit, les recommandations de l'OMS qui mettent les standards à ces 30 minutes sont respectées par à peine un Français sur deux. Donc on est très très loin de respecter ces standards-là. Et au classement des nations internationales, on n'est plutôt pas bien du tout. Je reviens sur la jeunesse. 14% seulement de nos adolescents sont conformes cette fois-ci à l'heure de sport demandée par l'OMS, qui nous place au 33e rang des nations de l'OCDE. Donc on a un retard évident. Moi, je l'ai dit récemment, j'ai beau avoir mon parcours de sportif de haut niveau, etc., j'ai refait depuis 10-15 ans l'apprentissage du sport par le yoga et le pilate. Donc ça pourrait paraître un peu bizarre pour une ministre des Sports de parler de yoga et de pilates, etc. Du petit sport, c'est même pas de bas niveau, c'est vraiment de salon, de limite, voilà, de tapis près du canapé. Mais c'est ça le génie du sport, c'est que c'est toujours possible d'en faire sur un tapis, en prenant une paire de vieux jogging et d'aller courir 20 minutes. Dans tous les lieux du monde, on peut faire ça et toujours se rappeler ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer un cadre de vie qui soit plus propice à l'activité physique. Et des villes comme New York, comme Copenhague, nous le montrent fabuleusement bien. C'est des villes qui ont mis en place ce qu'on appelle le design actif, c'est-à-dire la possibilité dans son cadre de vie, grâce à des aménagements, du mobilier urbain, parfois même simplement des couleurs mises sur des escaliers que du coup on a envie de franchir à pied parce qu'on les trouve magnifiques, qui nous mettent le visage d'un artiste et qu'on a envie du coup de découvrir la saga jusqu'au bout des escaliers. La faculté de se dire, bah voilà, comme il y a maintenant un parcours piéton, et ben mon enfant, je ne vais pas aller le chercher en voiture à l'école, je vais revenir avec lui à pied et on va emprunter cet espace vert, cette dimension d'action sur le cadre de vie, elle réconcilie notre envie de voir cette transition écologique, ces espaces verts se développer, monter en puissance, et de combiner quelque chose qui soit propice
au fait de servir de ses jambes et d'avancer et de bouger. Le défi sur les grands événements internationaux. Je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. Et c'est quelque chose qui, moi, avec Roland-Garros, m'a beaucoup frappé avec mes équipes. Aujourd'hui, l'empreinte carbone des grands événements, c'est souvent à plus de 90% lié au transport. Donc vous avez raison de dire que tout ce qu'on fait sur l'utilisation d'énergie renouvelable, la lutte contre le gaspillage alimentaire, tout ce qui est fait, par exemple, pour privilégier des produits de saison dans l'offre qui est proposée, soit aux athlètes, soit aux spectateurs de ces grands événements, c'est sur une surface qui est limitée par rapport à ce que représente le poids des transports. Mais c'est quand même super important de le faire et d'avoir des initiatives de compensation, de préservation de la biodiversité, d'investir, de subventionner un certain nombre de projets de reboisement qui soient positifs pour l'environnement. Mais je n'élude pas du tout qu'il faut absolument faire quelque chose sur ces 90%. Et ça suppose d'avoir une approche qui soit transformante des circuits aujourd'hui internationaux de grands événements. Avoir une approche qui soit beaucoup plus régionalisée, qui nous permette de coupler dans une discipline, l'aviron, le badminton, le basket, des compétitions qui soient proches, qui soient sur des pays limitrophes et le plus possible régionalisées, pour éviter qu'on passe de Singapour au Canada, au Brésil, en Chine, à travers des programmes qui n'étaient plus du tout adaptés à cet enjeu de réduire l'empreinte carbone liée au transport. Donc là, on voit qu'il y a des évolutions structurelles, les acteurs en prennent de plus en plus conscience, et moi je suis confiante sur le mouvement qui commence à s'organiser. On le voit, par exemple, un événement comme Wimbledon aujourd'hui est précédé d'un certain nombre de tournois qui sont locaux et qui permettent de minimiser ces déplacements, et ça c'est clairement l'avenir. Est-ce que j'ai répondu j'ai l'impression que j'oublie une dimension. On va faire tourner la parole. Si, merci. Une très longue question. On va essayer de prendre deux, trois questions. Je vous en prie. Oui, donc bonjour, Agathe Le Sœur, donc de chez PwC. Merci Madame la Ministre pour cet exposé vraiment très intéressant. Moi je voulais rebondir sur la question des inégalités entre les femmes et les hommes dans le sport. On constate que les femmes sont plus impactées par la sédentarité et que les jeunes filles décrochent dans le cadre de leur cursus scolaire le sport. Et c'est aussi un gros problème qu'on retrouve chez les sportifs de haut niveau qui sont moins représentés dans les médias et qui sont moins rémunérés aussi que leurs homologues masculins. Et du coup, je pense qu'il y a un souci aussi de représentation et d'identification des jeunes filles eu égard à ces grandes sportives. Et du coup... moi aussi, dans le cadre de ma pratique, à titre personnel, je fais de la course à pied de longue distance et du triathlon de longue distance. Il y a très peu de femmes dans ces compétitions-là. Et du coup, je voulais savoir quelles seraient les mesures pour améliorer l'image des femmes dans les médias et ainsi favoriser la représentation, leur représentation et l'identification pour permettre aux jeunes filles de ne pas décrocher le sport. Et voilà. Merci. Je pense que pour arriver à développer le sport féminin, il faut qu'on s'attaque bien au moment de décrochage et au moment de rupture. Donc il y en a un très clairement au niveau de l'adolescence, où je pense qu'au niveau des professeurs d'EPS et de l'UNSS, qui a souvent été peut-être un petit peu trop orienté sur la compétition, il faut qu'on retrouve, et ils y sont déterminés, des espaces qui soient plus propices à la pratique loisir. Et au niveau des fédérations sportives, développer une offre qui permette de faire beaucoup plus de sport entre copines. Moi, je vois les clubs sportifs dans le monde du tennis qui étaient très bons sur ça, c'est ceux qui avaient inventé des formules de groupe où il y avait un moment qui se crée, un moment de convivialité, un moment de partage. Et je pense que les filles ont besoin de cette dimension-là. Il y a un deuxième moment de décrochage qui est après l'arrivée d'un enfant. Premier enfant, ou encore pire, deuxième enfant. Et là, je crois qu'on a une action à mener avec les services de la protection maternelle et infantile dans les départements pour essayer de créer une offre, ça s'est beaucoup développé pendant le Covid, d'accès, mais même si c'est en ligne, à des plateformes qui leur permettent de se reconstruire un
un minimum de force musculaire après l'arrivée du premier enfant et surtout, ou deuxième enfant, et surtout de bien leur dire gardez-vous du temps pour vous, que culturellement ce message soit super bien délivré. Donc là, voilà, le congé de paternité, tout ça, va aider à ça. Je pense qu'il y a des évolutions culturelles qui vont dans le bon sens et qu'il faut qu'on accentue. Mais, vous l'avez dit, je crois que le facteur qui va aussi aider à tout ça, c'est qu'on ait plus d'héroïnes du sport qui fassent rêver nos petites filles. Et là-dessus, alors moi je pensais évidemment pour l'équipe de foot féminine là, qui s'engage dans l'Euro féminin en Angleterre, match contre l'Italie dès ce samedi. On va les suivre, j'espère qu'elles iront au bout dans cette saga du mois de juillet en Angleterre. Mais on a besoin de développer le sport pro féminin. Et moi, je voudrais qu'on arrive à impulser une grande alliance de toutes les parties prenantes pour faire la promotion du sport féminin. Parce que ça engage des sponsors qui doivent nous aider à trouver des modèles économiques plus pérennes, plus forts autour du sport féminin. Ça engage aussi les médias qui doivent réserver dans leur grille une part plus importante au spectacle féminin, dont on sait qu'il peut être absolument exceptionnel. Les fédérations qui doivent encourager dans les territoires la détection des jeunes espoirs et permettre dans leur filière de construire tout ça. Les ligues professionnelles et vraiment de créer ce mouvement qui nous permette de développer le sport professionnel féminin dans notre pays, créer ces rôles modèles quelque part qui vont inspirer. On a aujourd'hui quelques grandes sportives, je parlais d'équipe de foot, une Wendy Renard est super inspirante. On a nos volleyeuses qui ont gagné récemment la Ligue nationale de volley, c'est un truc absolument formidable à l'échelle européenne. Les basketteuses en basket 3-3, on commence à voir tous ces talents émerger, il faut qu'on accompagne cet effort. Voilà. Alors, on a encore le temps pour une question. Pour rester cohérent avec ce qui vient d'être dit, on va proposer le micro à une jeune femme. J'ai déjà le micro. Au premier. Bon, alors on va grouper vos deux questions. Voilà, ce sera merveilleux. Des questions courtes, s'il vous plaît. Bonjour Madame la Ministre, je m'appelle Lily Vessereau et je travaille à l'Inspection Générale des Finances. J'aurais aimé vous interroger sur ce que vous disiez sur la pratique du sport à l'école, puisque vous avez fait le lien avec en fait, la santé des jeunes écoliers. Et j'étais assez surprise de ne pas vous entendre parler des questions de nutrition qui sont absolument liées à la question de la performance, mais aussi de la santé. Et aussi, vous avez parlé des inégalités dans les grandes écoles. La pratique sportive, dès le plus jeune âge, est déjà influencée très largement par les classes sociales et aussi notamment par la question de la nutrition. Et donc, je voulais savoir comment vous articulez l'alimentation, l'accès à une nourriture saine avec la question du sport. D'accord, nutrition. Deuxième je vais faire du lien. Ultime question. Je m'appelle Agnella, je suis étudiante en soins infirmiers, donc pas vraiment de lien à premier abord. Donc je pense que le constat sur le sport santé n'est plus à faire et surtout sur l'importance, c'est un réel enjeu politique et sociétal. Moi j'aimerais axer sur un sujet un petit peu moins sympa, c'est la précarité. On sait que la précarité étudiante, le salariat étudiant notamment, qui touche quand même 46% des étudiants et qui va empêcher forcément la pratique sportive, est un facteur. Et j'aimerais savoir par exemple la CVEC qui était quand même une mesure phare avec 15%, si je ne dis pas de bêtises, sur le sport, la pratique sportive pour justement lutter contre les inégalités au sein des universités. C'est quand même, on le sait aujourd'hui, quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné, qui est encore très disparate en fonction des universités. C'est un peu la même chose que le pass sport avec les boursiers, mais encore une fois, une réforme des bourses qui n'est pas suffisante et qui ne touche pas vraiment les plus précaires. Comment les mesures vont réellement être efficientes? Parce que je pense, et je vois votre engagement dans vos discours, que c'est un peu l'intérêt et pas le but aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu l'efficience des mesures qu'on va prendre dans les années à venir. Très bien. Merci nutrition beaucoup. Dans le cadre scolaire, précarité étudiante. Oui, alors nutrition, vous avez absolument raison. Ça ne sert à rien de vanter les bienfaits de l'activité physique si ce qu'on ingère et ce qu'on met dans son corps le détruit d'une autre façon, quoi. Ça ne peut pas marcher. Simplement, la raison pour laquelle, peut-être je l'évoque un petit peu moins, c'est que j'ai le sentiment que depuis des années, dans les campagnes de santé, de prévention publique, le manger-bouger, le manger a assez bien percolé dans les esprits. Les fameux 5 fruits et légumes par jour, etc. Alors, on n'y est peut-être pas tous, mais le message est passé. Et moi, je voudrais que le message du bouger, dans ce couple manger-bouger, en plus, dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques, on arrive vraiment à devenir cette nation plus sportive à laquelle on aspire tous. Mais merci beaucoup pour l'addition de ça.
Sur un micro-mot sur le sport santé, j'ai beaucoup parlé de la dimension grand public du sujet. Il y a évidemment aussi une dimension très importante pour les personnes qui sont en situation de maladie chronique ou en situation d'affection de longue durée, pour lesquelles il y a des nouveaux partenariats entre sécurité sociale et mutuelle qu'il faut qu'on fasse monter en puissance. Il y a des premières expérimentations qui existent et qui sont très prometteuses, notamment là aussi sur les jeunes, avec un programme qui s'appelle Retrouve ton cap et qui précisément mêle les enjeux de nutrition et d'activité pour mieux lutter contre l'obésité infantile, mais aussi des programmes sur le cancer du sein, et d'avoir une vision en France où on se dit que le sport aide dans les parcours de soins. Je pense que ce serait une évolution culturelle qu'il faut vraiment majeure et qu'il faut qu'on promeuve. Sur la vie étudiante, la CVEC fait partie des points que dans la mission avec Sylvie Rotaillot que j'évoquais tout à l'heure, on a diligenté, qui vont être analysés pour regarder comment d'une université à l'autre elle est utilisée. On sait aujourd'hui qu'il y a une très forte hétérogénéité dans l'offre sportive proposée par les SUAPS, les services universitaires des activités physiques et sportives. Et du coup, justement, ce qu'on remarque, c'est que c'est très lié à un peu la mentalité locale, un peu aux personnalités qui vont créer ces espaces propices au sport ou pas. Et ce qu'on voudrait, c'est pouvoir réhomogénéiser et faire en sorte du coup qu'il y ait moins ces inégalités d'une fac à l'autre ou d'une université à l'autre que vous évoquez. Il nous reste à vous remercier, à vous applaudir. On a sincèrement été très très heureux de vous accueillir et c'est tout autant le sportif de bas niveau que le professeur d'économie qui vous remercie. Et le professeur de judo, j'ai appris. Donc je propose qu'on rende hommage à notre professeur de judo. Alors vous connaissez le programme de la suite, on a 2 minutes simplement de transition, vous ne bougez pas et je reviens ensuite pour la remise des prix.